Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences, ici au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. Souvenez-vous, c'était en février 2022, fin février, le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Alors au-delà de l'aspect politique et diplomatique, il y a aussi un aspect économique très important car on présente souvent l'Ukraine comme l'un des garde-manger de l'Europe. Alors quelles conséquences cette guerre peut avoir sur les approvisionnements en matière notamment de blé? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, regardez cette vidéo pour parler des enjeux en matière d'alimentation animale. La farine de blé est un symbole fort de l'alimentation. Pour répondre aux attentes des consommateurs et des industriels de l'agroalimentaire, des semences de blé de plus en plus performantes permettent à toute une filière de produire plus et mieux. Une des clés de cette équation se trouve ici, dans la station de semences Vivessia de Reims. Nous faisons des semences certifiées, et le mot certifié est important, c'est-à-dire qu'on garantit la qualité. Donc si on a du blé de très bonne qualité grâce aux semences, derrière il y a du rendement. Quand une variété est mise sur le marché, c'est qu'elle est meilleure que toutes celles qui sont existantes. On tire toujours la génétique vers le haut. Donc si nous, on fait bien notre métier avant, on aura toujours du bon blé, en bonne quantité, en bonne qualité. On check, d'accord? On a préparé les tournées de Donc j'ai vu que ça c'est bon. S'engager sur la fiabilité d'une semence passe par une protection de la graine contre les maladies et par de nombreux contrôles. Via la germination, les démembrements, la pureté spécifique, on peut certifier à l'agriculteur qui achètera la semence certifiée qu'il aura la pureté variétale qu'il voudra, qu'il aura exactement du blé et pas un peu d'orge dedans, un peu de seigle, et il aura une variété aussi au niveau génétique qui sera récente, donc performante. Donc nous sommes dans l'échantillotech. L'échantillotech, c'est comme une bibliothèque, mais pour des échantillons. Donc chaque 30 tonnes de production de semences, on garde un échantillon, ce qui permet une traçabilité. Cet échantillon-là est semé dans un champ. Ça veut dire que si l'agriculteur a une réclamation, on peut aller voir avec lui dans le champ de contrôle s'il y a un quelconque problème sur cet échantillon, donc sa culture. Alors que de nouvelles chartes incitent les professionnels à tendre vers toujours plus de qualité, dans le respect de l'environnement, la filière se mobilise pour garantir nos approvisionnements. Alors vous l'avez compris, il ne s'agissait pas de parler d'alimentation animale, mais bien d'alimentation humaine. Alors pour parler des conséquences de cette guerre en Ukraine, j'accueille Thierry Pouche. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes économiste aux Chambres d'agriculture de France et vous observez l'évolution des conséquences de ce conflit. Tout d'abord, je disais que l'Ukraine, c'est un petit peu l'un des garde-manger de l'Europe. On a une idée d'un peu de ce que représente en matière agricole l'Ukraine ou de ce que représentait l'Ukraine avant la guerre? Présenter l'Ukraine comme un grenier à blé, notamment de l'Europe, c'est historique, puisqu'il y a eu notamment des convoitises pendant la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de s'approprier les réserves de grains. L'agriculture ukrainienne, c'est 10% du produit intérieur brut. On peut même aller jusqu'à 20% si on rajoute les industries agroalimentaires. C'est un pays qui a une position de leader ou de quasi-leader dans un certain nombre de productions, orge, blé, maïs, tournesol, pour le tournesol, l'huile et tourteau notamment. Et puis évidemment, ce qui a défrayé un peu la chronique, les poulets et les œufs, et maintenant le sucre, puisque l'Ukraine est devenue le deuxième fournisseur de l'Europe en sucre derrière le Brésil. Ensuite, c'est un pays qui est excédentaire commercialement parlant, c'est 17 milliards avant la guerre d'excédent commercial agroalimentaire, donc c'est un pays qui pèse lourd sur l'échiquier mondial agricole. Alors vous le disiez, c'était les chiffres d'avant la guerre, d'avant 2022.
Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il en reste de cette grande puissance agricole? Alors il y a eu, du fait de la guerre, évidemment des machines qui ont été endommagées, des surfaces qui ont été un petit peu ravagées par les conflits. On sait qu'il y a eu un recul depuis 2 ans de la production agricole, même si sur le blé ça s'est plutôt mieux passé qu'on ne l'aurait espéré, ce qui n'est pas le cas en maïs ou en tournesol. Et le résultat, c'est que depuis 2 ans, l'Ukraine a quand même quelques difficultés à exporter, même s'il y a eu des solutions alternatives, notamment par la voie fluviale, ferroviaire ou terrestre, alors que la mer Noire, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'Ukraine a quand même réussi un peu à exporter beaucoup moins de maïs qu'on ne l'aurait espéré non plus, mais pour le blé, le décrochage a été relativement modéré. Et ce qui n'est pas sans poser des problèmes. On a vu ces dernières semaines notamment un mouvement de révolte, on va dire, des agriculteurs polonais qui voyaient arriver de la matière première d'Ukraine de l'autre côté de la frontière. Voilà, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, lorsqu'on a organisé le transit des céréales ukrainiennes vers les pays de l'Est pour rejoindre les ports de Roumanie ou du nord de la Pologne, eh bien ces quantités de céréales ont fait pression sur les prix intérieurs et les prix intérieurs se sont un petit peu effondrés au détriment des agriculteurs polonais notamment qui ont vu leurs revenus diminuer. D'où les réactions, demande de fermeture des frontières et plus récemment destruction des grains de blé sur le territoire polonais. Donc il y a effectivement une concurrence importante, sans oublier ce qui se passe en France évidemment, avec les importations de poulet notamment et d'œufs et puis le sucre comme je le rappelais tout à l'heure. Oui, j'allais dire quelles conséquences pour les agriculteurs français. Aujourd'hui, est-ce que par ricochet, ils commencent à subir les effets de cette guerre en Ukraine? Alors, les importations ukrainiennes à destination de la France sont quand même relativement modestes. En poulet, même si ça a beaucoup augmenté depuis 2 ans, ça reste quand même sur des tonnages relativement modérés. Sur le sucre, c'est un petit peu pareil. Ce n'est pas une destination privilégiée par l'Ukraine. En revanche, pour la Roumanie, la Pologne, l'Italie, la Hongrie, là, on a déjà des conséquences. Donc, il faut raisonner plutôt à l'échelle européenne qu'à l'échelle uniquement française. Mais il est bien évident que sur la viande de volaille, ça peut contrecarrer des performances d'exploitants agricoles et d'industriels de la transformation, sachant que c'est une filière qui est déjà endommagée depuis plusieurs années. Et ça peut vouloir dire quoi à terme? Des prix plus élevés, un cours des céréales qui pourrait flamber un peu plus? Alors, on voit bien en ce moment que le cours des céréales est plutôt en net repli. On est passé sous la barre des 200 € la tonne, alors qu'on était à 430 au printemps 2022. Donc là, probablement que même si l'Ukraine a tendance à un peu reculer sur les marchés, si elle exporte moins, il n'empêche que le prix est quand même sur le reculoir pour une raison très simple, c'est que l'offre mondiale de céréales est quand même suffisamment abondante. Et il y a un deuxième facteur, c'est que la Russie, elle, exporte de plus en plus avec des prix extrêmement compétitifs. Justement, j'allais vous poser aussi une question sur une situation qu'on a connue il y a quelques années, qui était ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, qui ont été à l'origine des printemps arabes. On se souvient qu'en Égypte, le blé venait à manquer, on n'avait plus de possibilité de faire du pain. Est-ce qu'aujourd'hui, sur certains pays, notamment pays du Maghreb ou pays du Sud, on peut reconnaître une telle situation, sachant que ces pays sont très dépendants des exportations russes et ukrainiennes? Alors on avait des craintes au moment au début de la guerre. On savait qu'on pouvait anticiper un recul des productions et des exportations ukrainiennes. Mais comparativement à ce qui s'est passé au moment des émeutes de la faim, au moment de la crise économique et financière, là on avait une offre mondiale qui était nettement moins abondante, alors que depuis 2022, on accumule les records mondiaux. L'année dernière, en 2023, la production mondiale de grains a été au niveau de 2,3 milliards de tonnes, avec un volume de blé particulièrement important, presque 790 millions de tonnes. Donc il y avait de quoi satisfaire la demande. Ce qui fait que les propos du secrétaire général de l'ONU qui craignait des ouragans de famine, eh bien ces ouragans de famine ne se sont pas concrétisés du fait des disponibilités abondantes. Pour le moment en tout cas. Pour le moment, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un aléa climatique, d'un élargissement de la guerre, etc. Bien sûr. Justement, pour le moment, cette guerre semble, entre guillemets, s'enliser. Elle en est, je le disais tout à l'heure, à sa 2e année. Si ce conflit continue aujourd'hui, perdure, alors je ne parle même pas des ouvertures, par exemple, en Transnistrie ou ailleurs, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences à plus long terme ?
Ça peut avoir des conséquences à plus long terme. D'abord, si le conflit se généralise ou s'étend au moins régionalement, ça signifie qu'on aura des productions agricoles qui vont ralentir puisqu'elles seront soit détruites au moins partiellement, parce que les agriculteurs ne seront plus sur leurs exploitations, parce que les machines agricoles seront endommagées, etc. Donc effectivement, on peut craindre. Mais il y a quelque chose de très intéressant depuis le début de cette guerre, c'est que finalement, la Russie est en train de bouleverser l'échiquier céréalier mondial. Elle est devenue le premier exportateur mondial de blé depuis 2015 et elle augmente ses parts de marché qui sont passées de 17% au moment de l'annexion de la Crimée à aujourd'hui quasiment 19-20%. On a une récolte record qui est annoncée cette année avec une perspective d'exportation d'environ 50 millions de tonnes, ce qui est énorme. Et d'autant plus que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est d'exporter à des prix très bas, voire parfois avec des pays très proches de lui, des exportations gratuites. Ça s'est déjà arrivé il y a quelques mois. Donc on sent bien qu'il est en train d'asseoir son hégémonie alimentaire sur une partie du monde. Donc si je comprends bien, en vous écoutant, l'histoire bégaye, parce que vous le disiez au tout début de cette émission, à une certaine époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'idée était de mettre la main sur les matières premières, en Ukraine notamment. Là, on recommence aujourd'hui, c'est ce que fait Vladimir Poutine, même en détournant par exemple certains bateaux céréaliers. Exactement, non seulement les détournements, les blocages portuaires, mais on sait que les deux régions du Donbass par exemple représentent à peu près 10% de la production de blé. Donc le fait de se les approprier territorialement, c'est aussi une façon de s'approprier les ressources agricoles de l'Ukraine. Alors, comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce qu'en dehors de la Russie de Vladimir Poutine, il y a d'autres pays qui profitent actuellement ou qui en tout cas bénéficient entre guillemets de l'effet guerre ? Alors, l'effet guerre, il a été bénéfique en 2022 et jusqu'au début 2023 à la France. Nous avons eu une explosion de nos exportations pendant toute l'année 2022 avec un excédent commercial record sur les produits céréaliers. Donc ça, c'est le bénéfice qu'on a pu, entre guillemets, retirer de cette guerre en Ukraine, puisque tous les importateurs qui s'adressaient antérieurement à l'Ukraine ont été obligés d'orienter leurs demandes vers des pays qui avaient moins de problèmes évidemment et surtout des disponibilités importantes. Donc nous avons évidemment augmenté nos exportations vers l'Algérie, mais aussi vers la Tunisie, vers l'Égypte, vers la Libye, vers le Maroc, qui étaient jusqu'à présent des destinations privilégiées par l'Ukraine. Et des pays solvables. Et des pays qui sont solvables, en tout cas pour des pays qui sont dotés de ressources pétrolières ou gazières. Alors, on a vu les exportations de blé ukrainien. On va parler maintenant des importations ukrainiennes parce que les Ukrainiens sont quand même, et en tout cas avant la guerre, étaient des gros clients de la France, notamment des semenciers. Donc est-ce que là, il ne va pas y avoir un gros problème? Parce que je crois que c'était le premier débouché hors Union européenne, de mémoire. C'est ça. Il faut rappeler quand même que la France a un excédent commercial régulier dans le domaine des semences qui se situe entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Donc c'est quand même un poste important qu'on a tendance un peu à oublier parfois lorsqu'on parle des produits viticoles, du lait et du sucre et des céréales. Mais c'est un poste important. Et effectivement, à l'extérieur de l'Union européenne, l'Ukraine était un de nos clients privilégiés. Là, le fait qu'il y ait un ralentissement de la production, évidemment, ça va contracter le débouché ukrainien, mais il y a suffisamment de débouchés dans l'Union européenne notamment, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne, pour que nous puissions exporter, y compris même dans certains pays africains maintenant qui essayent de développer leur propre production, avec beaucoup de difficultés pour des raisons que l'on connaît, que ce soit agronomique ou climatique, mais il y a quand même des débouchés qui peuvent compenser la contraction du débouché ukrainien. Ça risque de changer un petit peu les règles du monopoly géant des céréales dans le monde ? On est en train d'assister depuis 2 ans à une reconfiguration des marchés internationaux, en particulier sur les céréales et les oléagineux. On a même l'impression que la stratégie de la Russie est de désoccidentaliser les marchés agricoles aujourd'hui, à son propre bénéfice bien évidemment. Alors, bien entendu, pour le moment on en est encore loin, on est en plein conflit, la guerre est quotidienne et les explosions, les missiles tous les jours. Est-ce qu'on peut déjà imaginer la reconstruction? Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre d'infrastructures, de matériel qui a été détruit. Ça va être difficile de relancer l'agriculture en Ukraine. Les estimations qui sont
qui ont été rendus publics sur ce sujet indiquent qu'il faudra 10 ou 15 ans pour reconstruire l'outil de production agricole en Ukraine. Ça va correspondre à peu près au temps de négociation pour l'Union européenne, pour l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc on est quand même sur un pas de temps très long, mais on n'est pas en dessous d'une décennie avant de retrouver une Ukraine dans l'hypothèse où la guerre se termine demain matin ou dans une semaine, ce qui est loin d'être évident. L'Ukraine dans l'Union européenne, du point de vue agricole, ça changerait là aussi beaucoup la donne au niveau européen ? Il y a déjà des craintes qui sont énoncées de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment du monde agricole. Il est clair que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne bouleverserait les équilibres agricoles et alimentaires, puisque le centre de gravité de l'agriculture, qui se situe aujourd'hui en France, c'est la première puissance agricole de l'Union européenne, pourrait basculer du côté de l'Ukraine, étant donné l'importance que représente ce secteur dans l'économie du pays. Donc c'est une crainte, sachant que les agriculteurs ukrainiens eux-mêmes n'ont pas émis de souhait particulier pour rentrer dans l'Union européenne, pour une raison qu'ils avancent et qui est assez intéressante à avoir à l'esprit. Trop de normes dans l'Union européenne, donc c'est pour eux quelque chose qui pourrait être un préjudice. C'est vrai que ces agriculteurs aujourd'hui, en plus, je les imagine mal devoir gérer toutes ces normes dans un pays où tout est à reconstruire. Exactement, il y aurait là aussi toute une période pour reconstruire, pour assimiler les normes, mais aussi pour se mettre d'accord sur la contribution budgétaire de l'Ukraine au budget de la PAC et sur l'allocation de ces aides PAC à l'Ukraine. Donc on est là sur un chantier colossal. Et une dernière question, il faut peut-être rassurer aussi ceux qui nous regardent, qui ont entendu certains commentateurs agiter l'arme, la panique en disant on va manquer de tel ou tel produit. Non, on ne va pas manquer de produits venant d'Ukraine. Non, pour l'instant, l'Ukraine continue à exporter, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les producteurs européens. Et dans l'Union européenne, on reste quand même doté d'une production importante, même s'il y a des débats autour de la décroissance, etc. Mais en plus, l'Union européenne reste la première puissance exportatrice de produits agricoles et alimentaires dans le monde. Une dernière question, on voit bien aujourd'hui ce qu'est l'arme alimentaire quand on regarde ce conflit, parce que finalement, c'est une des principales cibles et c'est une des principales armes utilisées par les Russes. On avait eu tendance ces dernières années dans un cadre de mondialisation à oublier l'arme alimentaire, d'autant plus que les États-Unis l'utilisaient de moins en moins. On voit bien qu'avec cette guerre, il y a un retour de cette arme alimentaire et la stratégie de la Russie en est une illustration absolument parfaite et flagrante. C'est du piratage ? C'est de la stratégie géoéconomique. Eh bien écoutez Thierry Pouche, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les conséquences de ce conflit en Ukraine et notamment de ses répercussions pour l'agriculture et les agriculteurs français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Village Semences pour un nouveau numéro de Semences Mag. À bientôt.